Les années SIDA, Frédéric et Valentine. Le bond en avant, 1996. Comme convenu, Frédéric avait revu Philippe en consultation au début du mois de septembre 1995 avec ses nouveaux résultats. Ses CD4 étaient à 700, ce qui restait correct. En revanche, sa charge virale avait augmenté de 300 à 5000. Le traitement antirétroviral n'était donc pas encore indiqué. En revanche, le compagnon de Rudy présentait un zona intercostal pour lequel fut institué un traitement. Ce fut un coup dur d'apprendre qu'il s'agissait d'une infection opportuniste mineure, mais une infection qui signait l'entrée dans le stade B. Cette annonce avait bouleversé Philippe et Rudy qui l'avaient accompagné. Heureusement, l'éruption datait de moins de 2 jours, donc le traitement antiviral donnerait de meilleurs résultats. Il présentait des douleurs importantes pour lesquelles il dut prendre des médicaments puissants pour les calmer. Le décorateur souffrait encore de douleurs post-ostériennes lorsqu'ils se retrouvèrent en famille lors des vacances d'hiver fin février. Ils avaient suivi Pascal et Justine qui avaient changé de station. Les Savoyards avaient laissé Val d'Isère pour Avoria, où le jeune homme avait été nommé responsable technique du site. Le couple avait eu un premier enfant en août 1994, Clément, dont Valentine était la marraine, et un second, 11 mois plus tard, en juillet 1995, Vincent, dont le parrain était Rudy. Julien avait fait ses premières armes sur les skis et avait obtenu son ourson, pendant que sa sœur obtenait sa 3e étoile et suivait les adultes partout. Ils avaient fêté l'anniversaire de Valentine tous ensemble. La jeune femme n'avait pas échappé à son mini-concert en fin de repas et avait interprété Ironic d'Alanis Morissette, Gangsta Paradise de Coolio, Golden Eyes de Tina Turner et Earth Song de Michael Jackson en s'accompagnant de sa guitare. La mère de Justine avait gardé les enfants pendant que les adultes et Virginie allaient se défouler dans la discothèque de la station sur les titres du moment comme Try Me Out de Corona, Your Song de Billy Paul, Aisha de Khaled ou Più bella cosa de Rosa Ramazzotti. Au retour, Philippe avait fait un nouveau bilan. Si ses CD4 étaient restés au-dessus de 500, sa charge virale avait considérablement augmenté et était passée à 39 000 alors qu'elle était à 16 000 en décembre. Cette fois, il allait devoir prendre un traitement antirétroviral que Frédéric lui avait déjà proposé en fin d'année, mais qu'il avait refusé. Son infectiologue et ami le mit sous bithérapie en associant 2 INTI, l'azidovudine et la lamidovudine. Les débuts avaient été difficiles. Il avait dû s'habituer à prendre plusieurs comprimés, plusieurs fois par jour, et supporter certains effets indésirables. Il s'attendait en fait à pire au niveau de ces effets. Il avait quelques ennuis digestifs, comme de la diarrhée, un problème facilement réglé par la prise ponctuelle de l'opéramide en ce qui le concernait. Ce qui lui semblait contraignant, c'était la prise de nombreux comprimés par jour, à laquelle il devait penser, et la surveillance biologique mensuelle des éventuels effets indésirables au niveau hématologique et biochimique. D'ailleurs, les premiers résultats des bilans sanguins étaient encourageants. La formule sanguine restait correcte, tout comme les transaminases, mais surtout les CD4 se maintenaient et la charge virale fléchissait. Après quelques mois de traitement, cette dernière était descendue à 2000 copies par millilitre. Tous les inconvénients que devait supporter Philippe en valaient la peine. Frédéric escomptait bien que la charge virale continue à diminuer pour passer en dessous de la barre des 50. La famille Hacheret avait pour cette année 1996 combiné les congés d'été avec la 11e conférence internationale sur le sida qui avait cette fois lieu à Vancouver, du 7 au 12 juillet. Avant leur départ pour le Canada, ils avaient fêté en amoureux leurs 11 ans de mariage. Pour ses noces de corail, Valentine avait offert à son mari des boutons de manchette en corail véritable, pendant que le cadeau de Frédéric était des pendants d'oreilles, en corail et or. Ils éclatèrent de rire tous les deux lorsqu'ils échangèrent leurs présents, voyant qu'ils avaient respecté les codes classiques. Ils étaient partis au Canada à 5, car Virginie les accompagnait, pour faire la baby-sitter pendant la conférence pour que Frédéric et Valentine puissent assister tous les deux aux présentations. Ils avaient décollé le samedi 6 juillet de Roissy en début d'après-midi
et était arrivé à Vancouver à 19h18 heure locale, après près de 11 heures de vol et une escale de 3 heures à Calgary. Ils n'avaient qu'une hâte, se reposer dans leur chambre après avoir dîné au restaurant de l'hôtel. La conférence avait commencé le dimanche. Virginie occupait les enfants la plupart du temps en les emmenant à la piscine de l'hôtel ou au parc Stanley, l'un des plus grands parcs urbains d'Amérique du Nord à environ 1 kilomètre. Elle s'était aussi promenée avec eux le long du Seawall, une promenade panoramique avec des vues époustouflantes sur l'océan Pacifique et les montagnes. Ils ne manquèrent pas Totem Poles, un ensemble de totems autochtones assez impressionnant. Frédéric et Valentine profitaient des soirées pour découvrir un peu la ville et ses environs. Le premier soir, ils avaient exploré le quartier historique de la ville, Gastown, avec son emblématique horloge à vapeur, en flânant dans ses rues pavées et bordées de bâtiments d'architecture victorienne. Il n'était pas très loin du Vancouver Convention Center, où avait lieu le congrès, qui se trouvait sur Canada Place, et sa vue imprenable sur le port et les montagnes environnantes. Le second soir, ils étaient sortis suffisamment tôt du Convention Center pour se rendre au Capilano Suspension Bridge Park. Avec les enfants, ils avaient traversé le pont suspendu, surplombant les gorges de Capilano, et exploré les passerelles aériennes entourées de forêts. Au milieu des arbres majestueux, ils s'étaient sentis totalement immergés dans la nature, à 10 kilomètres à peine du centre-ville. Ils s'étaient ensuite rendus à Grouse Mountain, parcourant à pied les 4 kilomètres qui séparaient les deux sites. Le couple s'accordait une promenade chaque soir. Ils s'étaient baladés le mardi soir le long d'English Bay et de Sunset Beach, deux magnifiques plages de Vancouver. Virginie et les enfants avaient passé leur après-midi sur la seconde, et Frédéric et Valentine les avaient rejoints. Ils s'y étaient détendus sur le sable et avaient assisté à un coucher de soleil à couper le souffle, avant d'aller déguster des spécialités locales dans l'un des restaurants tout proches. Le mercredi soir, les avait vus explorant le quartier animé et artistique de Granville Island. Le lendemain, ils étaient allés sur la rive nord, dans le quartier de Lower Lonsdale, pour un lieu emblématique de la ville qui alliait histoire, culture, divertissement et activités en plein air. Ils avaient flâné au Shipyard Night Market, avec ses stands de nourriture et d'artisanat local. Le quartier était agréable avec ses parcs et sa promenade en bord de mer, avec sa vue imprenable sur la ville et les montagnes. Les 2 derniers soirs du congrès avaient été consacrés à Kitsilano, où ils avaient profité de la plage, après une visite rapide aux boutiques branchées de la West 4th Street et à Chinatown, avec ses rues colorées, ses jardins du Dr Sun Yat-sen et ses boutiques d'herbes médicinales traditionnelles. Mais ils n'oubliaient pas qu'ils étaient là avant tout pour la conférence, même s'ils profitaient chaque soir d'un peu de bon temps en famille. Il s'agissait de la première conférence après l'avancée technologique de la mesure de la charge virale en VIH. Comme Frédéric l'avait assuré à Philippe, les choses progressaient. Un tournant majeur allait être permis avec l'introduction de la thérapie combinée utilisant des inhibiteurs de protéase, suite aux résultats des essais cliniques du docteur David O. de la Dark et son équipe. Les inhibiteurs de l'enzyme protéase, indinavir, sakinavir et ritonavir, associés à des inhibiteurs de l'enzyme reverse transcriptase du VIH dans le cadre des trithérapies, avaient soulevé de grands espoirs depuis le début de l'année. Cependant, les résultats de ces trithérapies n'étaient connus qu'avec un recul d'à peine une année. Il fallait envisager, sans perdre de temps, à grande échelle, des études de polythérapie associant plus de 3 médicaments et ne se limitant pas qu'à certaines classes de médicaments. Les enfants étaient couchés et Virginie était sortie boire un verre avec un étudiant en médecine qu'elle avait rencontré au début du séjour sur la plage. Ils s'étaient depuis vus plusieurs jours de suite au même endroit et tous deux s'étaient trouvés des affinités. Eric et Valentine, comme souvent, étaient installés dans le grand canapé du salon attenant à leur suite et échangeaient leurs impressions sur les présentations qu'ils avaient vues durant la conférence. Des études sur des polythérapies me paraissent intéressantes, surtout si on ne se limite pas à certaines classes de médicaments, émit Frédéric le second soir. Mais il ne faut pas perdre de temps. Il est possible que parmi ces thérapeutiques, certaines aient des activités aussi puissantes que les thérapeutiques conventionnelles. Certaines ont peut-être même des propriétés permettant de les utiliser à un stade précoce de l'infection avec de bons résultats. Apparemment, quelques pistes sérieuses sont en cours d'étude, fit remarquer Valentine. C'est vrai, il y a les études sur le SPV30 ou le DNCB,
Mais de nombreuses études n'ont toujours pas été réalisées pour trouver d'autres voies thérapeutiques. Il pourrait pourtant s'agir de voies moins onéreuses que les trithérapies conventionnelles. D'autant que ces trithérapies conventionnelles ne seront même pas accessibles à la majorité des personnes séropositives en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, rétorqua Valentine. Mais pourquoi a-t-on tant tardé pour explorer de façon plus rigoureuse ces thérapeutiques? Les études et les publications scientifiques sur ces études sont rares. Et il y a plein de raisons, chérie. Ça va de l'absence de soutien pour les financements des travaux de recherche à l'insuffisance d'intérêt financier pour attirer les firmes pharmaceutiques. Par exemple, les produits très peu onéreux ou les substances naturelles ne peuvent pas faire l'objet d'un dépôt de brevet, donc ça ne présente pas d'intérêt pour les esprits mercantiles. Et il ne faut pas oublier le charlatanisme. Valentine resta pensive un moment. Elle aimait toujours aller au bout des choses, ne serait-ce que pour être précise lorsqu'elle transmettait des connaissances aux étudiants infirmiers. « Dis-moi, Fred, peux-tu me préciser ce que vous entendez par les traitements alternatifs et traitements complémentaires ? Car alternatifs et complémentaires sont deux termes bien distincts. C'est vrai que depuis longtemps on parle de traitements alternatifs pour les traitements des cancers, autres que les traitements conventionnels comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, en raison de la fréquence de l'extrême toxicité de ces traitements. Mais en ce qui concerne le sida, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence. En fait, des activistes ont proposé cette terminologie de traitement alternatif très vite après l'apparition de l'épidémie de sida, en réaction au peu d'effets du seul traitement qui existait à l'époque, l'AZT, et à ses effets secondaires. Puis certains ont proposé la terminologie de complémentaire. Cette dernière terminologie nous paraît plus correcte, car elle prend en compte la possibilité d'associer à des thérapeutiques conventionnelles des thérapeutiques intéressantes, comme le Bactrim en prophylaxie de la pneumocystose et de la toxoplasmose. Mais c'est vrai que les deux termes sont utilisés indifféremment. Oui, mais ces deux termes sont pourtant différents, insista Valentine. Dès le moment où une pratique non conventionnelle est utilisée conjointement avec la médecine conventionnelle, elle est complémentaire. Alors que lorsqu'une pratique non conventionnelle est utilisée à la place de la médecine conventionnelle, elle est alternative. Je suis complètement d'accord, hein, mon amour. Personnellement, je préfère parler de thérapeutique complémentaire. Je sais que tu n'aimes pas que tes étudiants utilisent un vocabulaire inapproprié. Je vois bien que tu les reprends à chaque fois, tu les titilles. Dis tout de suite que je les torture, dit-elle en riant. Tout ça parce que l'autre jour, j'ai insisté sur la différence entre artérite et artériopathie oblitérante. Oui, et aussi entre artériosclérose et athérosclérose, et bien d'autres. Ce sont pourtant des choses différentes, professeur. Ça t'énerve aussi quand une infirmière n'utilise pas les bons termes. Ça m'énerve beaucoup plus si c'est un externe. Il l'attrapa pour l'enlacer et pressa ses lèvres sur les siennes pour la faire taire. Il savait qu'elle allait encore avancer un argument. Il fit durer le baiser un long moment avant de la relâcher. Elle le regarda, une lueur moqueuse dans ses yeux verts. « Tu voulais me faire taire ou tu as envie d'autre chose ?» « Les deux, répondit-il avant de recommencer. Cette fois, il la renversa sur le canapé et le baiser devint plus profond, les caresses de plus en plus audacieuses. Il avait toujours autant envie d'elle. Quant à Valentine, elle était tout aussi avide d'aller plus loin. « Si nous allions dans notre chambre, proposa Frédéric. Il n'attendit pas la réponse et il l'entraîna vers leur suite parentale. « Et demain, pas besoin de se lever tôt, nous sommes en vacances. » Ce qui signifie que nous pouvons revivre notre première nuit. Elle se leva contre lui. « Si nous devons tout recommencer, c'est moi qui t'ai embrassé la première. » Elle pressa ses lèvres contre celles de Frédéric, qui, comme cette nuit-là, la serra alors contre lui pour l'embrasser plus profondément avant de s'interrompre. « Je n'ai toujours pas envie de partir, murmura-t-il. « Je l'espère bien, chuchota la jeune femme. Reste avec moi, toute la vie. » Frédéric frotta son nez contre celui de Valentine en souriant et la reprit dans ses bras pour un baiser passionné qui aiguillonna leur désir. Ils se déshabillèrent l'un l'autre tout aussi fébrilement qu'11 années auparavant, avant de se laisser emporter par leurs émotions et leurs sens. Virginie, en rentrant à 2 heures du matin, entendit leurs gémissements de plaisir à tous deux. « Si moi je n'ai pas pris un pied phénoménal, pour eux deux ça a l'air d'aller. » Elle rejoignit sa chambre à pas de loup et s'endormit rapidement. Mais elle fut réveillée au bout d'une petite heure. Le bruit provenait de la chambre voisine. Cette fois, c'était un cri à peine réprimé de Valentine, suivi d'un autre de Frédéric et de nouveaux gémissements de plaisir.
Encore? Eh bien, c'est qu'il assure, tonton Fred, se dit-elle en réprimant un fou rire. Finalement, j'échangerais bien un 2 de 20 ans contre un de 40, plus expérimenté. Plutôt un de 30. François, par exemple. Elle se rendormit en rêvant au bal interne. Le lendemain matin, lorsque Virginie débarqua dans la salle du petit déjeuner de l'hôtel, Frédéric et Valentine étaient encore attablés avec les enfants. Assis l'un près de l'autre, ils étaient en train d'échanger un baiser. « Alors, les amoureux, vous avez passé une bonne nuit ?» s'exclama la jeune fille en les scrutant attentivement. Sourire béat, yeux brillants, teint rosy chez madame. Pas de doute, la nuit a été très agréable. Oh, toi, tu nous as entendus, dit Valentine tout bas. Difficile de faire autrement, répondit Virginie aussi bas. Ma chambre est à côté de la vôtre, et vous n'êtes pas franchement discret quand vous vous envoyez en l'air. Pourquoi? Toi, c'était pas bien avec ton soupirant? Demanda son oncle. Bof, j'ai vu mieux. Finalement, il ne figurera pas dans mon tiercé gagnant. Frédéric faillit s'étouffer. Et qui sont les heureux gagnants? En 1, un Italien, en 2, un Français, en 3, un Allemand. Valentine pouffait de rire. Heureusement, les enfants étaient absorbés par l'aquarium qui se trouvait non loin d'eux. Au programme du jour, ils avaient prévu la visite de Lynn Canyon Park, sac au dos. Ils s'y rendirent en métro jusqu'à la station Waterfront, puis en bus jusqu'à la Lynn Valley Center. Ils finirent à pied en suivant les indications. Après avoir suivi le sentier Baden-Powell et traversé le pont suspendu de Lynn Canyon, qui s'élevait à 50 mètres, ils empruntèrent un sentier à gauche allant vers le nord-ouest du parc. Une courte promenade les mena à la populaire piscine de 30 pieds, une très grande zone avec des endroits pour pique-niquer et de quoi se baigner. Après la piscine et leur pique-nique, ils s'engagèrent dans un très grand escalier qui permettait de rallier le Pipe Bridge, traverser le canyon et menait à l'entrée nord du parc en haut de Lynn Valley ou à la forêt de démonstration Seymour et à l'entrée du parc du lac Rice. Ils restèrent sur le sentier qui revenait en boucle vers le pont suspendu de Lynn Canyon pour se rendre aux Twin Falls, qui offrait une vue magnifique sur une cascade et une grande piscine en contrebas. Les paysages pittoresques du canyon étaient souvent utilisés pour tourner de nombreuses séries de télévision, comme Stargate SG1. Moins accessible que la piscine de 30 pieds, les chutes n'étaient pas aussi populaires, donc l'endroit était calme. Ils purent s'asseoir au bord de la rivière au soleil, qui y restait la majeure partie de la journée, jusqu'à ce qu'ils se cachent derrière des arbres. Le dimanche, ils avaient prévu une excursion à Whistler. Ils avaient loué une voiture pour emprunter la Sea to Sky Highway, la route panoramique reliant la ville de Vancouver et la ville de Whistler. Cette route longeait les côtes et le spectacle était absolument magnifique. Ils étaient passés par la ville de Squamish, où ils avaient pris le Sea to Sky Gondola, un téléphérique qui permettait d'atteindre le sommet d'une montagne surplombant la baie de Howe, ainsi que la ville de Squamish. Une fois arrivés dans l'importante station de ski de Whistler, ils se baladèrent dans son agréable centre, composé de ruelles piétonnes, avant de prendre l'incontournable téléphérique Peak to Peak, accessible via un autre téléphérique qu'ils avaient pris à Blackcomb Upper Village. Parvenus à Rendez-vous Lodge, les marmottes les attendaient pour la plus grande joie des enfants. Ils avaient enfin pris le Peak to Peak, le plus long téléphérique du monde avec ses 3 kilomètres, qui survolait la vallée de la Fitzsimmons Creek pour relier les 2 sommets de Whistler et Blackcomb. Pendant le trajet dans la cabine, Valentine ne résista pas à l'envie de poser une devinette à ses enfants. « Mélanie et Julien, avez-vous une idée de l'origine du nom de Whistler? Fred et Virginie, si vous savez, ne dites rien. » Un indice. Il s'agit d'un animal qui vit dans la montagne. « Le chamois » avança Mélanie. « Non. » Juju? La marmotte? Oui, mais pourquoi? Parce que marmotte en anglais se dit groundhog, ce qui veut dire en passant cochon de terre, pas très poétique. Alors, pourquoi la marmotte est à l'origine du nom de la station? Ce n'est pas simplement parce qu'elle vit en montagne, elle a une autre particularité. Elle dort tout l'hiver, dit Julien. Vrai, mais ce n'est pas ça. Elle siffle pour avertir du danger, s'écria Mélanie. Eh oui, elle siffle. Et en anglais, siffler se dit whistle. Et au Québec,
une marmotte s'appelle un siffleux. Vous avez trouvé chacun la moitié de la réponse. Elle fut interrompue par Frédéric. Regardez en bas, un ours. Tous se précipitèrent pour voir. Virginie eut juste le temps de prendre une photo avant qu'il disparaisse. À l'arrivée au Roundhouse Lodge, comme pendant tout le trajet, la vue était à couper le souffle. Ils se dirigèrent vers le Peak Express, un télésiège qui les emmena à proximité du pont suspendu, le Cloudbreaker Sky Bridge, et près du Ravens Eye. Le Cloudbreaker Sky Bridge s'étendait sur 130 mètres de Whistler Peak à Westridge, en passant au-dessus de Whistler Bowl. Quant au Ravens Eye, au bout du pont suspendu, était composé d'une plateforme d'observation avec une vue incroyable à 360 degrés au-dessus de Whistler Bowl. Le pont suspendu était à sens unique. Le passage pour revenir, bien indiqué, était en contrebas et leur prise 5 minutes. Habitués à la montagne, ils avaient pensé emmener des affaires chaudes. À plus de 2000 mètres d'altitude, bonnets, gants, coupe-vent, polaires, chaussures adaptées et pantalons étaient de rigueur. Ce qui leur avait semblé si évident ne l'était pas pour tous, car ils virent quelques personnes marbrées et transies de froid qui n'avaient certainement pas pu profiter au maximum de leur journée. Mélanie et Julien étaient ravis de leur promenade. Ils avaient vu un ours et des tas de marmottes, pas vraiment sauvages ou intimidés. Ils en avaient eu l'habitude lorsqu'ils allaient à Val d'Isère avec leurs grands-parents maternels faire la randonnée jusqu'aux sources de l'Isère. Le lundi matin, ils quittèrent la ville de Vancouver pour l'île qui lui faisait face et la réserve de Parc national Pacific Rim sur sa côte ouest. Frédéric avait réservé des chambres dans un hôtel au bord du Pacifique à Oukloulette, à 250 mètres de la plage et entouré par la forêt pluviale côtière. Ils avaient prévu de se poser là-bas pour quelques jours. Au programme, des balades pieds nus sur la plage longue, des randonnées comme celle du sentier Nou-Chanoult pour connaître l'univers de ce peuple autochtone de l'île et la mythologie des Premières Nations, le sentier de la côte ouest, la boucle Rainforest Figure 8, les North and South Rainforest Trail, le Pacific Rim Pathway ou encore l'archipel Broken Group. Ils avaient sélectionné des randonnées faciles pour les enfants. Le samedi 20 juillet, ils retrouvaient Vancouver et son aéroport. Leur avion décollait à 13h30 pour Portland, dans l'Oregon. Ils allaient cette fois être hébergés chez les amis de Valentine, Justin et Kathleen. À 15h, ils étaient sur le territoire des États-Unis. Valentine n'y était pas revenue depuis 1982, année où elle était venue passer quelques jours de vacances. Pour Frédéric, il allait découvrir la côte ouest des USA. Il ne s'inquiétait pas trop, il savait qu'il allait rencontrer des médecins, ils auraient au moins des sujets de conversation. Ils récupérèrent leur voiture de location à l'aéroport de Portland. Julien resta bouche bée devant le Ford Explorer 4 roues motrices. « Papa, c'est la voiture qu'on voit dans Jurassic Park, sauf que celle-là, elle est blanche », s'écria le petit garçon en sautant à pieds joints sur place tant il était excité. « Exact, mon Juju, mais tu sais, ici, ce genre de voiture est courant. Et surtout, ne crois pas que nous allons rencontrer des dinosaures. » Julien était en effet passionné par les vélociraptors, tricératops, tyrannosaures, stégosaures, brachiosaures et autres animaux préhistoriques depuis la sortie du film de Steven Spielberg. « Non, mais tu verras des castors, dit Valentine. D'ailleurs, regarde le drapeau là-bas. Tu as un côté où est écrit Oregon 1859, avec un aigle, un soleil, un voilier, un chariot avec des bœufs et des outils agricoles. Mais ce drapeau a une autre face. Viens voir. » Mélanie et Julien suivirent leur mère. « Oh, un castor !» s'exclama le garçonnet. « Eh oui, le castor est d'ailleurs l'animal emblématique de l'Oregon. » Elle ramena les enfants vers la voiture tout en continuant ses explications. « Et ce drapeau est le dernier drapeau des États-Unis à avoir 2 faces différentes. C'était courant autrefois. Mais aujourd'hui, seuls cet État américain et le Paraguay ont gardé ce genre de drapeau. » C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y en ait pas plus, intervint Frédéric qui les attendait appuyés contre la portière conducteur de la voiture. « Trop cher à fabriquer, mon amour, répondit la jeune femme en faisant grimper les enfants à l'arrière du véhicule où Virginie les rejoignit. Quand elle repassa devant lui pour contourner le véhicule, elle le gratifia d'un baiser. Il la retint un court moment pour lui rendre un baiser beaucoup plus appuyé. Valentine joua les guides pour son mari et ils rejoignirent très rapidement via la Northeast Airport Way, la Northeast Alderwood Road.
Ils mirent un certain temps à quitter les zones urbaines, qu'ils retrouvèrent à nouveau en se rapprochant de Sandy sur la Mount Hood Highway. Continue sur cette route, chérie. Justin et Kathleen habitent en dehors de la ville. Là, nous sommes sur la 26 Est. Tu la suis jusqu'au bout et tu vas retrouver la Mount Hood Highway. Oh, regardez, là, il y a un chariot comme dans les westerns, s'écria Mélanie. Justement, Fred, après cette auberge, avec le chariot, reste sur la voie du milieu. Tu suis la voiture blanche devant toi. Nous allons prendre un bout de Pioneer Boulevard avant de retrouver la Mount Hood Highway. Tu n'as pas changé de direction, tu suis la route. En peu de temps, ils étaient sortis de la ville. Après ce panneau indiquant Rhododendron 19, tu ne vas pas tarder à sortir. Mets-toi sur la voie de gauche derrière cette voiture grise. Dans une trentaine de mètres, tu vas avoir une voie de dégagement pour tourner à gauche, dans la petite rue. Ok, je la vois. Nous sommes presque arrivés. La maison est à mi-parcours de Vista Loop Drive, dans une petite rue. Ce sera la deuxième à gauche. Celle-ci? Oui, chérie. Et ensuite, ce sera la dernière maison tout au bout. Frédéric avait à peine garé sa voiture que Kathleen était déjà arrivée. Elle actionna l'ouverture de l'une des 3 portes de garage et leur indiqua de rentrer la voiture. C'était une femme de taille moyenne, aux cheveux bruns courts et de pétillants yeux bruns. Elle étreignit Valentine avec force dès qu'elle fut sortie de la voiture. « Valentine, darling, ça faisait si longtemps. Vous avez fait bonne route ?»« Aucun problème, Kathleen, je te présente Frédéric, mon mari. » L'Américaine serra la main de Frédéric. « Enchanté de faire ta connaissance, en vrai. »« Moi aussi, Kathleen. Ça fait maintenant 10 ans que nous nous parlons de temps en temps au téléphone. Nous allons enfin pouvoir discuter plus facilement. » Elle se tourna vers Valentine et lui fit un clin d'œil. « Encore plus beau que sur les photos, petite Vénarde. Ne laisse pas seul, beau et sexy comme il est, plus son petit accent Frenchy, tu risques de te le faire piquer. Tu sais, comme les Américaines peuvent être directes. » Valentine eut un petit rire avant d'ajouter « J'ai confiance en lui. » Kathleen était déjà passée à autre chose. Et voilà les enfants. Ils sont aussi beaux que leurs parents. Mélanie et Julien, un peu timides, se laissèrent embrasser. Et voici Virginie, notre nièce, la fille de la sœur de Frédéric. Ravie de t'accueillir, Virginie. Quel âge as-tu? 18 ans. Eh bien, tu devrais trouver des centres d'intérêt communs avec Christopher et Jason. Surtout Jason, qui a juste 1 an de plus que toi. Allez, venez, je vais vous montrer vos chambres. Justin devrait être là vers 19h. Kathleen emmena le groupe et dispatcha tout son petit monde. Frédéric et Valentine se virent attribuer une des chambres d'amis avec salle de bain. Les enfants eurent également une chambre pour eux. Quant à toi, Virginie, ta chambre est à l'étage. Tu vas occuper la chambre de Christopher. Et ne t'inquiète pas, il dort plus souvent à l'extérieur qu'ici. C'est là, ajouta Kathleen. Tu as la salle de bain juste à côté, et de l'autre côté, c'est la chambre de Jason. Les Ashray et Virginie s'étaient mises à l'aise et retrouvèrent Kathleen sur la terrasse au bord de la piscine. Les discussions allaient bon train. La pédiatre évoquait son changement de vie depuis qu'elle avait quitté le Providence Portland Medical Center où travaillait toujours Justin pour occuper un poste de pédiatre au centre médical de Sandy, à 5 minutes en voiture de chez elle. Le premier à arriver fut Jason. Valentine fut surprise de voir un grand gaillard de plus d'1,80 m à la place du petit garçon de 5 ans dont elle s'était encore occupée lors de son dernier séjour en 1982. Lui avait gardé de vagues souvenirs, surtout entretenus par les photos de l'époque. Après avoir embrassé son ancienne jeune fille au père et serré la main de son mari, il se dirigea vers Virginie, qui surveillait les enfants dans la piscine, et s'assit sur le bord à côté d'elle. « Salut, moi c'est Jason. »« Virginie. Enchantée, Jason. »« C'est la première fois que tu viens aux States ?»« répondit la jeune fille. « D'habitude, je passe plutôt mes vacances en France, en Italie ou en Allemagne. »« Plutôt mer ou montagne ?»« Les deux, mais plutôt montagne en vacances. Je vis au bord de la mer depuis que je suis petite. J'ai grandi à côté des plages du débarquement en Normandie, celle de Sword Beach et pas loin du cimetière américain de Colville. J'aime beaucoup la montagne, l'hiver pour le ski et l'été pour la rando, le parapente ou le rafting. » Il l'écoutait attentivement, l'observant avec un petit sourire. « Elle est drôlement mignonne. En plus sportive, se disait-il. « Bienvenue au club alors, déclara-t-il avec enthousiasme. « Toi aussi, tu es plutôt montagne ?»« Je vis à la montagne et l'été, pendant les vacances universitaires, je suis guide pour les randonneurs. »« Chouette, tu vas pouvoir me faire visiter le coin. » La jeune fille semblait trouver le jeune homme à son goût.
Brun aux yeux verts, grand, musclé, un beau sourire, un visage viril. Il avait tout pour plaire. « Tu fais quoi comme étude » demanda-t-elle curieuse. « Je prépare un diplôme en gestion de l'environnement. Et toi ?»« École d'ingénieur. Je viens de finir ma première année et je pense me spécialiser dans le domaine de la chimie et de l'environnement. Il semblerait que nous ayons des préoccupations communes. » Ils furent interrompus par l'arrivée de Justin. Le chirurgien cardiaque avait beaucoup changé depuis que Valentine était venue comme jeune fille au père. Il avait désormais 56 ans et les quelques fils gris qu'il avait à l'époque avaient pris toute la place. Mais il avait gardé la même silhouette. « Valentine, impossible de ne pas te reconnaître, tu ne changes pas. Toujours aussi belle et svelte. J'imagine que la danse y est pour quelque chose, s'exclama-t-il en l'étreignant. C'est possible, mais je pense que c'est surtout parce que je suis heureuse. Je te présente Frédéric. Et les deux petits diables qui viennent de sortir de la piscine, ce sont nos enfants, Mélanie et Julien. » Virginie s'avançait accompagnée de Jason. « Et voici ma nièce, Virginie, » compléta Frédéric. « Eh bien, je suis ravie de vous accueillir ici, à Sandy. Si vous le permettez, je vais me mettre à l'aise et je vous rejoins. » Il revint quelques minutes après en tenue décontractée et embaucha Jason pour s'occuper du barbecue. Valentine accompagna Kathleen pour s'occuper des salades et revint avec un plateau avec de quoi mettre la table sur la terrasse. Elle avait apparemment retrouvé les automatismes d'autrefois. Justin avait laissé Jason gérer le barbecue pour servir une boisson à ses invités. À peine servie, Virginie était déjà repartie tenir la conversation aux jeunes étudiants soucieux d'environnement. Ils étaient tous en train de discuter pendant que Mélanie et Julien prenaient leur repas, quand un couple fit son apparition sur la terrasse. « Ah, voici Christopher » s'écria Kathleen. « Bon sang, je ne suis pas sûre que je l'aurais reconnu » s'exclama Valentine. « Enfin si, à cause de ses yeux. » Elle embrassa le jeune homme sur chaque joue. « Moi, je t'aurais reconnu, Valentine. Tu es toujours aussi belle. » Valentine était notre jeune fille au père il y a quelques années de ça. J'avais 8 ans à l'époque, dit-il en se retournant ensuite vers la jeune fille qui l'accompagnait, une jolie rousse aux yeux bleus. Le jeune homme dirigea de nouveau son regard vers son ancienne baby-sitter. « Valentine, voici Amanda, ma petite amie depuis le lycée. »« Enchantée, Amanda, » répondit Valentine en lui serrant la main. « Venez, je vais vous présenter ma famille. Je vous présente Frédéric, mon mari. Chérie, voici Christopher, dont je t'ai souvent parlé, et son amie Amanda. » Après le salut de son mari, elle poursuivit. « Mélanie et Julien, mes enfants. »« Mélanie te ressemble, alors que Julien, c'est plutôt ton mari. »« Je ne reviens pas de te voir avec des enfants, » s'exclama Christopher. « Il s'en passe des choses en 14 ans, Chris. » Elle s'était rapprochée de Virginie et Jason. Et pour terminer, voici Virginie, la nièce de Frédéric. Cette dernière était très occupée à discuter avec Jason et ne prêta qu'une attention distraite aux deux nouveaux arrivants. Elle serra d'abord la main d'Amanda avec un sourire, puis tendit la main à Christopher qui ne réagit pas tout de suite. « Le grand frère, étudiant en médecine, » m'a dit Jason. « Enchanté, Christopher, » insista-t-elle. Enfin, il serra la main qu'elle lui tendait, mais la garda un peu plus longtemps que nécessaire. Il la retira brusquement, comme s'il avait reçu un coup de courant. Heureusement, personne ne semblait s'en être aperçu. Néanmoins, Virginie le regarda un peu mieux. « Pas mal non plus, » se dit-elle. « Les deux frères se ressemblent. Enfin, lui, il est un peu plus grand que Jason, moins athlétique, mais Dieu qu'il est beau, avec ses yeux bleus presque turquoise. Ne t'en parle pas, Virginie, il a une copine. D'ailleurs, qu'a nom la copine? Laisse tomber. » Elle retourna à sa conversation avec Jason. Pendant le repas, la jeune fille croisa plusieurs fois le regard de Christopher posé sur elle, un regard qu'il détournait aussitôt, puis plus rien, ou du moins elle n'y prêta plus guère d'attention. Jason l'accaparait complètement. Soudain, en fin de repas, Christopher revint avec une guitare. « Tu joues et tu chantes toujours, Valentine ?»« Oui, évidemment. Tu te rappelles ce que tu nous jouais ?»« Oh là oui. Par exemple, cette chanson. » Et elle commença à chanter « Sara per che ti amo » et la musique fit se lever Virginie comme un ressort. Elle vint chercher son oncle pour danser. « Je ne pensais pas à celle-là » s'exclama Christopher quand Valentine eut terminé de chanter le tube italien. C'était une chanson en français, très rythmée aussi. « Ah oui, Banana Split !» Elle enchaîna donc avec la célèbre chanson de Léo. Virginie avait continué à danser un rock avec son oncle. Frédéric revint à table à l'issue de la chanson.
Tu n'osais tout de même pas chanter cette chanson à des gamins? Kathleen et Justin, à l'instar de Chris et Jason, regardèrent Frédéric étonnés. Je pense que vous n'imaginez pas de quoi elle parle. Il expliqua alors le contenu de la chanson avec son double sens érotique. Virginie riait sous cape. Finalement, tous prirent le parti d'en rire. Bon, je vais me racheter, car je chantais aussi ça. Et elle plaqua les premiers accords de L'encre de tes yeux. Chris regardait intensément Virginie pendant la chanson de Cabrel, comme s'il comprenait les paroles. « Valentine, peux-tu nous jouer des titres que vous écoutez en France en ce moment » demanda Jason. Elle continua donc avec « Killing Me Softly » des Fugees et « All by Myself » dans la version de Céline Dion. Virginie avait surpris tout le monde en faisant une belle démonstration de hip-hop sur les Fugees, mais elle revint chercher son oncle pour un slow sur celle de Céline Dion. Valentine s'arrêta quelques secondes pour boire un peu d'eau. « Allez, une dernière. C'est une chanson que j'écoute en boucle en ce moment. C'est un titre d'un de mes groupes préférés, un groupe de hard rock allemand, Scorpion. Rassurez-vous, celui que je vais chanter est un slow. Alors Chris, tu peux inviter Amanda. » Elle entonna alors You and I. Jason, lui, avait déjà pris les devants avec Virginie. Frédéric était retourné s'asseoir près de Valentine, qui ne le lâcha pas des yeux pendant toute la chanson. Elle chantait pour lui avant tout. Chris s'était exécuté et dansait avec Amanda, mais ses yeux étaient fixés sur Virginie, qui cette fois perçut une lueur dans son regard. À quoi joue-t-il? Bon sang, il est avec sa copine, et il n'arrête pas de me regarder moi, comme s'il allait me manger toute crue. Toutefois, les choses en restèrent là, et le couple souhaita le bonsoir à tout le monde. « Tu dors chez Amanda cette nuit » demanda Kathleen à Chris. « Oui, demain matin nous partons de bonne heure pour Manzanita. » Le couple disparut sur ces derniers mots. « Si ça te dit, nous pourrions y aller aussi » proposa Jason à Virginie. « Tu fais du surf ou de la planche à voile ?»« Du surf non, pas trop. Les plages normandes ne s'y prêtent pas vraiment. Mais la planche à voile, oui. »« Enfin une sportive. »« Pourquoi tu dis ça ?»« Parce que généralement, j'y vais avec Chris et Amanda. Mais elles, son sport, c'est bronzette, ou alors à la rigueur marcher sur la plage. »« Mince, mais la bronzette pour une rousse, ça craint. » « Je vais te dire un secret, c'est une fausse rousse. Ne le dis à personne. » Promis, j'aurais craché. « Alors, si tu es d'accord, départ à 7h du matin. »« Attends, il faut que je prévienne Fred et Valentine, logiquement je suis censée m'occuper des enfants de temps en temps. » Elle s'éloigna quelques secondes et revint presque aussitôt. « C'est ok, mais tu ne travailles pas demain ?»« Non, j'ai pris une journée quand j'ai su que Valentine arrivait. Tu verras, les plages de l'Oregon sont très belles. Les sentiers côtiers offrent des vues spectaculaires sur l'océan et la nature environnante. En revanche, pour faire de la planche à voile, comme pour le surf d'ailleurs, il vaut mieux mettre une combi. Mais nous verrons ça sur place. » Le lendemain matin, les deux jeunes gens s'étaient retrouvés au même moment devant la porte de la salle de bain. Jason laissa passer Virginie avant lui et s'installa dans le canapé sur la mezzanine en attendant. Il fut très surpris de la voir ressortir 10 minutes après. « Dis donc, tu es rapide ? Pas besoin de me pomponner pour aller à la plage. Et puis, il faut pas 1 heure pour se doucher. »« Ça dépend pour qui. Quand Amanda vient dormir, nous passons avant elle parce qu'elle y passe des heures. Eh bien, là, c'est moi qui vais t'attendre. Dans la cuisine. » Elle y retrouva Kathleen en train de prendre son petit déjeuner. Celle-ci lui montra où tout se trouvait et l'engagea à se servir. Quand Jason arriva, elle était installée devant ses cornflakes et son thé au lait. À 7h, comme prévu, ils étaient partis. Il leur fallut presque 3 heures pour atteindre leur destination. Jason entraîna Virginie vers la boutique de location. Puis ils allèrent gréer et régler leur voile au bord de l'eau. Jason avait bien repéré que la Normande avait l'habitude de préparer son matériel. Ils étaient prêts à faire feu quand Jason vit son frère et sa copine arriver de loin. Il leur fit signe. « Alors, c'est à cette heure-là que vous arrivez ?» Chris haussa les épaules d'un air navré. « Je vois, » rétorqua Jason. « Amanda, tu as encore passé 3 plombes dans la salle de bain, je présume ?» Il riait comme un malade, mais Amanda ne sembla pas partager sa gaieté. « Et tu t'es levé du pied gauche en plus. » Sur ces mots, il laissa Amanda et Chris en plan. « Tu viens, Virginie, nous on y va. »« Ok. Tu paries que j'aurais démarré avant toi ?»« Alors ça m'étonnerait. » Il n'avait pas fini sa phrase qu'elle était déjà partie. Quand il mit les pieds dans l'eau, elle avait déjà utilisé le petit vent pour relever sa voile et était en train d'orienter son matériel une fois la voile hors de l'eau. En tout cas,
Elle maîtrise le beach start, se dit-il. Chris, lui aussi, avait bien vu que la jeune fille n'était pas une débutante. Elle était déjà debout sur sa planche, prête à naviguer, que Jason n'avait pas encore relevé sa voile. En souriant, il se dirigea vers la boutique pour récupérer son matériel. Le loueur avait été intrigué par la jeune fille que Jason lui avait présentée auparavant. « Dis donc, ton frère s'est dégoté une nana qui s'y connaît. En plus, elle est vraiment très jolie, cette petite Frenchie. »« Oui, très. En attendant, j'ai besoin de mon matériel. »« Tu as l'air de mauvais poil aujourd'hui, Chris. Je parie qu'Amanda t'a encore imposé ses conditions. »« Ouais, ça promet. C'est pour quand le mariage ? » ?»« Pas avant 2 ou 3 ans. Tu as encore le temps de changer d'avis. » Chris ne répondit pas. Il se dépêcha pour se rendre à l'endroit où son frère et Virginie avaient mis à l'eau. Il finit par les rattraper, ou presque, car la jeune fille les devançait. Le trio s'arrêta vers 13h pour se restaurer. Jason proposa d'aller chercher les sandwichs. Virginie lui demanda de lui rapporter plutôt une salade, un brownie et de l'eau. Chris s'était installé près d'Amanda. Et la jeune Normande, assise à distance, profita du répit pour regarder autour d'elle. « C'est quoi cette montagne qu'on voit au nord ?» demanda-t-elle soudain. « C'est le mont Nekani, » répondit Chris. « Il fait partie de la chaîne côtière de l'Oregon. Des trésors espagnols auraient été enterrés au pied de la montagne ou sur ses pentes. »« Tu viens souvent ici pour faire du windsurf ?»« Dès que je peux, mais quand je suis sur Portland, je vais plutôt à Natarts Bay. C'est un peu moins loin. Et toi, tu fais souvent du windsurf ? Si tu me dis non, je ne te croirai pas. »« Quasiment tous les week-ends. Comme je l'ai expliqué à Jason, je vis proche des plages du débarquement en Normandie. En revanche, l'été, pas forcément besoin de combinaison. » Jason venait de ramener de quoi manger. Chris continua ses questions. « Tu en fais depuis longtemps ? » ?»« Je devais avoir 6 ans quand je suis montée sur ma première planche. »« Je comprends mieux. J'ai aussi participé à des compétitions, comme les championnats de France. Tu as devant toi une championne de France de vitesse des moins de 14 ans il y a quelques années. » « D'autres sports ?» demanda Jason, la bouche pleine. « Je te l'ai déjà dit, le ski alpin chaque hiver, mais je ne bats pas Valentine. Le rafting et le parapente de temps en temps l'été quand nous sommes en montagne. L'équitation aussi pour la balade. J'adore galoper sur la plage le matin tôt quand je suis chez mes grands-parents. Mais je partage une passion avec Valentine, sans toutefois lui arriver à la cheville. Elle aurait pu être pro, pas moi, même si je ne suis pas mauvaise. »« Je crois deviner. »« La danse, dit Chris. »« C'est ça. Depuis que je suis à Rouen pour mes études, je fréquente le même studio que Valentine et je suis les cours de Rudy, son meilleur ami, qui était danseur dans une compagnie. » Chris la regardait du coin de l'œil tout en dévorant son sandwich. Elle avait déjà vu cette lueur dans ses yeux la veille. Elle plongea le nez dans sa salade pour masquer son trouble. Qu'il la regarde, c'était une chose. Habituellement, elle n'était pas gênée par les regards insistants des garçons. Elle était même du genre plutôt entreprenant si le garçon lui plaisait. Mais là, il était juste à côté de sa copine. Elle avala quelques gorgées d'eau avant d'ingurgiter son brownie. Puis elle s'allongea sur le sable et parut somnolée. Jason croyait qu'elle s'était endormie, mais soudain elle se redressa et bondit sur ses pieds. « Je ne sais pas pour vous, mais moi j'y retourne. Dommage que je n'ai pas pris une planche de freestyle. Il y a un peu plus de vent tout de suite. À plus !» Elle reprépara son matériel et repartit dans l'eau. Les garçons n'avaient pas fini leur repas, et Chris sentait qu'Amanda allait lui demander de rester près d'elle. De loin, ils virent Virginie, déjà debout sur sa planche. Elle prenait de la vitesse, puis se mit à slalomer. Chris mourait d'envie de la rejoindre. Aussi, quand Jason se mit debout et lui demanda s'il venait, il se leva à toute vitesse malgré le regard noir de sa fiancée. Le trio ne s'arrêta que 2 heures plus tard et alla restituer le matériel. « On se suit sur la route du retour ?» demanda Jason à son frère. « Non, allez-y, je vais rester encore un peu, sinon Amanda va criser. Parce que pour une fois, tu t'es éclatée en planche à voile. » ?»« Oui, je me suis bien éclatée et je ne regrette pas du tout. Mais là, il faut que je m'occupe un peu d'elle. Je suis sûre qu'elle va me faire une scène. » « Franchement, Chris, vous êtes ensemble depuis le lycée, et depuis que vous êtes ado, elle te mène par le bout du nez. Ma parole, elle t'a ensorcelée ou quoi ? Ah, je sais. Elle te fait des trucs inavouables et tu es accro. Arrête de déconner, Jason. Ce dont je suis sûre, c'est que tu n'as pas l'air si heureux que ça. À ta place, j'y réfléchirai 2 fois.
Sur ce, bonne scène de ménage. Jason tourna les talons. Virginie, qui était restée à distance, le vit se diriger vers elle et elle s'apprêta à le suivre. Mais auparavant, elle croisa de nouveau les yeux bleus de Chris. Elle haussa les épaules d'un air désolé. Le jeune homme se demanda si elle avait l'air désolée de partir ou si c'était un geste de pitié pour la situation dans laquelle il se trouvait. Pendant que sa nièce profitait des joies de la planche à voile, Frédéric avait suivi femme et enfants dans le plus grand parc de Sandy, le parc commémoratif Maynig. Valentine leur montra la scène d'El Nichols, un belvédère en rondins et un amphithéâtre. D'ailleurs, l'ensemble des structures du parc étaient construits en bois. Il y avait aussi de nombreux bancs, des tables de pique-nique et des sentiers pour randonner ou faire du vélo. Les enfants avaient eu droit à des beignets de chez Joe's Donuts, un magasin de beignets de renommée nationale, avec son extérieur à carreaux rouges et blancs. Mais comme c'était dimanche, ils étaient rentrés déjeuner avec leurs hôtes, afin de profiter de leur présence. Pendant que les enfants profitaient de la piscine, ils avaient discuté de la conférence de Vancouver. Justin s'était rapidement bien entendu avec Frédéric. « Tu sais que dans la semaine qui a suivi la conférence, dit le chirurgien cardiaque, d'après les médias, plus de 75 000 patients qui utilisaient des antibiotiques et de la chimiothérapie pour se traiter contre les infections opportunistes ont commencé une trithérapie antivirale. Je n'ai pas beaucoup suivi les dernières informations à ce sujet, mais si c'est le cas, un traitement efficace devrait à terme renforcer leur système immunitaire et donc leur santé. Ce serait un tournant majeur depuis que nous combattons cette maladie. Oui, admit Justin, le VIH ne tuerait plus systématiquement. Le sida deviendrait une maladie chronique que nous pouvons gérer à défaut de guérir, ajouta Frédéric. Il regarda Valentine à ce moment. Elle suivait leur conversation, mais avait l'air songeuse. Il devinait à quoi elle pensait, ou plutôt à qui.